Merci d'être là. Donc moi je m'appelle Paul Verdu, je suis chargé de recherche au CNRS. Je suis généticien des populations, en fait je suis anthropologue, biologiste et généticien des populations humaines pour être précis. Et aujourd'hui je vais vous faire un grand topo assez large sur les origines de la diversité et la diversité génétique humaine et vous montrer comment est-ce que la génétique des populations en tant qu'outil associé à l'anthropologie peut nous informer sur certains aspects de l'histoire du peuplement d'Homo sapiens et autres. Donc on va faire un grand panel. Mon but ici, il est surtout de vous montrer la dialectique, la démarche qu'on peut avoir en génétique des populations, l'enchaînement logique de raisonnement pour essayer de répondre à certaines questions et puis on peut discuter de la portée de ces réponses. Alors on va commencer par des entre guillemets définitions rapides, donc pour ce qui est de la génétique de l'évolution, enfin plutôt pour ce qui est de l'ADN. Donc je vais prendre un exemple Homo sapiens dans ce cas-là. Ceci dit, sur le schéma principal de ce qu'est l'ADN et entre guillemets comment ça marche, toute espèce vivante porte, en tout cas sur Terre, de l'ADN et donc fonctionnera un peu de la même chose, de la même façon. Donc chez Homo sapiens, on va trouver dans chacune des cellules, ou quasiment chacune des cellules, 23 paires de chromosomes. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces fameux chromosomes qui vont par paire. Donc il y a une paire du chromosome 1, etc., jusqu'au chromosome sexuel. Et en fait, ces chromosomes sont une espèce d'armature, une structure cytosquelettique, enfin une structure biologique autour desquelles s'enroule l'ADN, le fameux ADN pour acide désoxyribonucléique, donc c'est le nom d'une molécule, le nom chimique de la molécule. Et cette molécule, c'est la fameuse double hélice d'ADN, ici représentée dans l'eau à température ambiante. Elle ne tourne pas dans le même sens si on la met dans l'alcool, enfin bon, bref. Dans laquelle on va trouver les espèces de barreaux de cette échelle qui sont en fait des couples de molécules, l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine, ce qu'on appelle les bases azotées, ATGC, et c'est dans la succession de ces bases-là que s'écrit le génome humain, enfin le génome des êtres vivants, et dans le cas de l'homme, donc le génome humain. À l'intérieur voilà, chez l'homme, on a à peu près, on a 3 milliards de paires de bases, fois 2 parce que c'est tout en double, parce que c'est en paires de chromosomes. Donc, on peut imaginer les chromosomes comme des chapitres, en fait, qui sont en double. Et à l'intérieur de ces chapitres, eh bien, si on aligne toutes les lettres de ce grand livre du génome humain, on a 6 milliards en tout de lettres, 3 milliards de lettres doublées. Et c'est à l'intérieur de ces 3 milliards de lettres qu'on va trouver ce qu'on appelle les gènes, typiquement, donc une acceptation classique. Et en fait, ce qu'on appelle gènes, ce sont les structures, les séquences de lettres qui sont responsables de fabriquer, enfin de coder en tout cas, pour la fabrique de protéines dont la cellule aura besoin. Donc à l'intérieur de ces 3 milliards de lettres, on a en fait chez l'homme, c'est toujours sujet à discussion, mais on va dire au sens large, entre 20 et 30 000 gènes. Si vous vous inquiétez du nombre de gènes de l'espèce humaine, si vous prenez la banane par exemple, il y en a à peu près 100 fois plus. Donc on n'est de loin pas l'espèce avec le plus de gènes à l'intérieur de ces 3 milliards de lettres. Donc voilà, donc tout ça c'est codé de façon systématique et de façon extrêmement complexe, et la cellule va se servir de ces 23 chapitres x 2, ce grand livre de cuisine, pour fabriquer les protéines dont elle a besoin pour exécuter ses fonctions et vivre tout court. Ok ? Donc, moi je vous parle de diversité génétique. Donc c'est quoi la diversité génétique ? Pour passer de l'ADN d'une cellule à plusieurs cellules, il faut répliquer cet ADN, donc le recopier, pour en mettre une copie le plus fidèle possible à l'intérieur de la cellule suivante. Et pour ça, il y a tout un complexe enzymatique et protéique qui va être en charge de répliquer l'ADN au moment de la division cellulaire. Et il y a des fois, le système en question se trompe. Il ne va pas mettre la bonne lettre au bon endroit par complémentarité de base, et c'est ce qu'on va appeler une mutation. Alors il y a deux types de mutations, les mutations qu'on va dire somatiques, celles qui arrivent au cours de la croissance, comme je vous le dis, la division d'une cellule à une autre. Typiquement, une mutation qui arrive au mauvais endroit peut vous donner un cancer, mais en génétique des populations, ce n'est pas vraiment ces mutations-là qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est les mutations germinales, c'est-à-dire celles qui vont affecter les spermatozoïdes ou les ovules, et qui donc risquent de se transmettre à la génération suivante. Donc ces mutations arrivent a priori au hasard, elles sont corrigées et parfois elles ne sont pas corrigées. Donc si le spermatozoïde est porteur de cette mutation, et si parmi tous les spermatozoïdes c'est celui-là qui va féconder un ovule par exemple,
eh bien, cette mutation va être de novo, va être nouvelle dans le génome de l'individu qui va naître de cette reproduction. D'accord ? Donc c'est ces mutations-là, celles qui sont germinales, qui nous intéressent en génétique des populations. Donc à partir de là, avec le temps, à chaque reproduction, en fait, vous êtes un peu, j'espère, au courant avec les histoires de Covid, c'est ça l'émergence d'un nouveau variant. À chaque fois que le virus se reproduit, eh bien, il peut y avoir une nouvelle mutation qui est créée et qui peut donner naissance à un nouveau variant. C'est ça le mécanisme. Et donc avec le temps, plus il y a de reproduction, plus il y a de mutations qui émergent et qui sont transmises à la descendance. Donc si on regarde à l'intérieur de l'arbre du vivant, on va prendre toutes les espèces dans lesquelles on a de l'ADN, on va séquencer cet ADN et on va compter les différences qu'on a entre les différents porteurs. On peut reconstruire un arbre comme ça. Ce n'est pas un arbre d'évolution, ça c'est un arbre de distance. Plus deux individus sont loin sur l'arbre, plus, si on marche le long de l'arbre, plus ils vont avoir de mutations différentes dans leur génome. On peut intégrer tous les êtres qu'on a à la surface du globe et qui ont de l'ADN. Donc on peut faire ça, parce qu'on a de plus en plus de bases de référence, et grâce à ce qu'on va appeler l'horloge moléculaire, je ne vais pas vous faire les détails des calculs, on peut en fait, comme plus il y a de temps qui passe, plus il y a de reproduction, plus il y a de mutations, on peut, à partir du nombre de différences qu'on a, évaluer combien de temps il a fallu pour qu'elles apparaissent. Et donc, on peut s'amuser avec une horloge moléculaire à dater en nombre de générations d'ADN, qu'on peut traduire éventuellement avec plein d'approximations en temps absolu, en années, par exemple. On peut essayer de dater quand est-ce qu'ont lieu ces différentes séparations. Donc ça, c'est ce qu'on fait en génétique des populations tout court, pas spécifiques à l'homme. Donc à partir de là, on va zoomer. L'homme parmi les primates... Donc, on a fait justement ces phylogénies. Donc, les taxonomistes peuvent le faire sur la base des ossements, de la forme des ossements, du nombre des ossements et ce genre de choses. Mais nous, on peut le faire, encore une fois, à partir de distances génétiques, moléculaires, de distances, de nombre de différences, nombre de différentes mutations entre les individus représentants de ces espèces. On n'a pas séquencé Arnold Schwarzenegger, enfin je ne crois pas, mais bon. Et donc, quand on fait ces estimations avec l'horloge moléculaire, il y a beaucoup de débats, beaucoup d'approximations, beaucoup de calculs qui sont faits. La génétique des populations est, avec la dynamique des populations, la démographie, probablement une des disciplines les plus mathématisées de la biologie. On arrive à peu près 5 à 7 millions d'années pour la divergence entre l'homme et les chimpanzés et bonobos. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il a fallu 5 à 7 millions d'années pour arriver à la diversité génétique, au nombre de mutations différentes qu'on trouve aujourd'hui entre un bonobo qui vit et un être humain qui vit. Alors si on continue à zoomer, comme ça on ne va pas prendre qu'un seul individu représentant de l'espèce, on va regarder la diversité également à l'intérieur de chacune des espèces, qui sont représentées dans un arbre également de neighbor joining comme ça, donc plus les branches sont longues, plus il y a de mutations différentes. Et ce que vous voyez ici, par exemple, c'est que l'arbre avec plein d'humains différents, il est tout petit, les branches elles sont très courtes. Si vous prenez des chimpanzés, c'est vachement plus grand, et chez les gorilles, voire même encore plus grand. Si on compte vraiment juste le nombre de différentes mutations, donc avec un indicateur qu'on appelle pi, la diversité génétique, je vous passe encore une fois le calcul, on s'aperçoit que Homo sapiens, à l'intérieur des grands singes, est probablement l'espèce la moins diverse. Voilà. C'est les seuls qui réussissent de temps en temps, selon l'échantillon, à nous battre. En termes de peu de diversité, sont des sous-espèces de chimpanzés, les bonobos, par exemple. Mais il y a beaucoup moins de diversité génétique, de nombre de mutations différentes entre deux êtres humains qu'entre deux orang-outans de la même sous-espèce. OK ? Mais c'est justement là-dedans, en comparant les génomes de ces différentes espèces à l'intérieur des grands singes, qu'on va essayer d'aller trouver les mutations qui pourraient éventuellement être associées à des différences phénotypiques qui nous intéressent, par exemple des différences morphologiques ou des différences dans le développement. Il y a également des travaux qui ont été faits comme ça pour trouver des mutations de certains gènes qui sont responsables de différentes perceptions sensorielles, comme le goût, par exemple, entre les chimpanzés et l'homme. Le métabolisme nutritionnel ou pathogénique, les systèmes de l'immunité, par exemple, sont beaucoup étudiés sur les différences génétiques impliquées dans ces différences-là. Et également, alors c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué et beaucoup moins clair, mais on peut s'intéresser aux déterminismes génétiques qui font des différences
systématique entre espèces, par exemple sur les traits d'histoire de vie, pas n'importe quel trait d'histoire de vie, pas le fait que vous rentriez au Muséum national d'histoire naturelle, qui pourrait être considéré comme un trait d'histoire de vie, mais par exemple, on va chercher les déterminismes de la ménopause, entre les différences de ménopause entre les chimpanzés et les êtres humains. Alors il faut faire très attention avec ces choses-là. Vous trouverez toujours des mutations qui peuvent être impliquées dans les différences qu'on va observer entre deux individus, qu'ils soient de la même espèce ou pas. La question, c'est plutôt pour combien participe cette mutation de la variation qu'on observe. Quand vous voyez des articles avec marqué « on a trouvé le gène de ci ou de ça », la question, c'est pas vraiment ça. La question, c'est si vous trouvez un gène qui détermine 0,004% de la diversité que vous observez, ok, vous avez trouvé une mutation qui peut être associée aux différences phénotypiques que vous observez, sauf que concrètement, ça vous explique une part infime de la différence que vous observez. Et il va aller falloir chercher ailleurs, dans les causes environnementales ou culturelles, l'expression de cette différence. Donc quand on parle de déterminisme génétique d'un trait phénotypique, il faut faire très attention, surtout chez l'homme, pour des raisons qui me semblent évidentes, mais on pourra en reparler si ça l'est pas. La question, c'est surtout la variance que ça explique. Et elle peut être très faible, vous pouvez la trouver, mais elle peut être très faible. Donc concrètement, si vous voulez soigner une maladie, que vous avez trouvé une mutation qui est associée à 0,01% à la maladie, pour soigner la maladie, il va falloir plutôt vous intéresser aux 99,99% qui restent que à la mutation en question. OK ? Donc on zoome encore et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain. Donc on reprend les bases de la génétique de base, donc on hérite la moitié de notre génome de chacun de nos parents, en fait un chromosome sur deux. Il se mélange un petit peu, mais un chromosome sur deux est hérité de chacun de nos parents respectifs, de façon à refaire les paires au moment de la fécondation, qui eux-mêmes ont reçu la moitié de leur génome de chacun de leurs parents. Donc un individu, en fait, nous, là, présentement, on est la mosaïque des génomes de toute notre parentèle biologique. D'accord ? Alors, il y a plein de trucs compliqués qui se passent, parce que des fois, il y a des bouts qui se perdent, ou du moins, avec le temps, il y a des bouts qui, quand on tire à pile ou face à chaque fois, au bout d'un moment, on peut perdre des bouts. Et deux individus qui sont frères et sœurs des mêmes parents biologiques, avec la même généalogie biologique, n'héritent pas forcément des mêmes bouts de chacun de leurs parents. D'accord ? Donc c'est à la fois une source de variabilité, mais c'est la notion de transmission, et c'est le paradigme fondamental qui nous permet de faire de la génétique des POP, en fait. Mais à retenir, on est la mosaïque. Et puis, comme je vous l'ai dit, à chaque génération, il y a des mutations qui se glissent, donc des trucs qui vont être uniques. Est-ce que vous savez, juste comme ça, par hasard, en moyenne, combien est-ce que chacun d'entre nous a de mutations sur les 3 milliards de lettres qui nous sont complètement uniques, qui sont que chez vous, qui sont apparues là, à ce moment-là ? Eh bien, on est dans cet ordre de grandeur-là, c'est 70 en fait. On a 70 mutations en moyenne sur 3 milliards de lettres qui vous seront complètement uniques de novo, c'est-à-dire des mutations qui sont apparues chez vous. Après, encore une fois, on a toute cette histoire de mosaïque qui fait que vous avez un génome unique de toute façon, même sans ces 70 mutations. Alors donc quand on va comparer deux individus, c'est l'ADN, voilà, on va les aligner, et on va compter les différences. Vous voyez, là il y a une mutation, il y a deux lettres qui sont différentes. Quand on les compte en moyenne chez l'homme, on va comparer deux êtres humains à travers le globe. On évite de prendre des jumeaux, on va même éviter de prendre des frères et sœurs de mêmes parents biologiques. On a en moyenne 3 millions de différences sur les 3 milliards. Ça représente 0,1% de notre génome. C'est pas toujours le même, mais en moyenne, on va trouver ça entre deux individus, y compris entre un papou et un breton. D'accord ? Ça va être un peu plus, peut-être un peu moins, mais on est de cet ordre-là. Si vous prenez les orang-outans de Bornéo, qui vivent à un tout petit endroit de Bornéo, d'accord, ils ne sont pas nombreux, vous faites le même truc, c'est 3 fois plus. C'est 0,3% de leur de génome qui est différent entre eux. On est une espèce extrêmement homogène, comme je vous montrais tout à l'heure par rapport aux grands singes, et ça s'exprime dans ce chiffre-là. Donc voilà, la mutation plus la reproduction sexuée, qui donne cette mosaïque de génome, fait que les généticiens disent souvent qu'on est à la fois tous parents et tous différents. Ok ? Alors, qu'est-ce qui a généré ces différences ? On a bien vu tout à l'heure que c'est la mutation. La mutation génétique des populations se définit en fait en miroir. C'est l'ensemble des forces qui va créer de la nouveauté. C'est même les seules forces qui, à chaque fois qu'on crée de la nouveauté, s'appelle la mutation. Donc il y a les mutations comme on les a vues, la recombinaison, il y a plein de trucs. Mais c'est par définition la force qui va générer cette diversité, c'est-à-dire ces différences de séquences entre deux individus à des endroits donnés.
J'en ai également un peu parlé avec les chimpanzés. La diversité génétique, une partie de cette diversité génétique est à la base des différences phénotypiques qu'on va trouver entre les individus. Quand je dis une partie, c'est qu'à l'heure actuelle, on en connaît 1,5% des différences phénotypiques qui ont un ancrage génétique qu'on connaît et un truc significatif, pas les 0,01% dont je vous parlais. Ceci dit, tout ça, ça existe dans un environnement. Là, j'ai fait des petites flèches violettes, mais en fait, vous pouvez imaginer le blanc autour comme l'environnement. Environnement chimique, environnement thermique. L'ADN, ça n'existe pas en dehors d'un environnement donné. Quand je vous ai dit tout à l'heure que je représentais l'ADN dans l'eau et qu'elle ne tourne pas dans le même sens dans l'alcool, c'est ça dont je parle en termes d'environnement. Même à l'échelle moléculaire, voire même à l'échelle atomique, quantique, l'ADN n'existe pas en dehors d'un environnement donné, et la structure de l'information qui est à l'intérieur ne sera pas nécessairement lue de la même façon en fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve. D'accord ? Donc les histoires d'inné, c'est écrit dans ton ADN, ça ne marche pas vraiment bien en biologie. Un même ADN peut, ne serait-ce qu'avec des conditions environnementales très différentes, vous donner des résultats extrêmement différents en termes de production phénotypique. Il y a aussi la flèche environnement directement vers le phénotype. Bon, vous n'avez pas de bol, vous vous faites heurter par un train, vous perdez un bras, vous avez une différence phénotypique avec quelqu'un d'autre qui n'a pas grand-chose à voir avec votre ADN. D'accord ? Et donc justement, c'est pour vous dire ça, chez l'homme, quand on parle à l'échelle interespèce, etc., bon, on pense que c'est facile, mais ça n'est pas tant que ça. Mais en fait, chez l'homme, l'immense majorité des différences phénotypiques qu'on regarde, les coupes de cheveux, les boucles d'oreilles, les tatouages, c'est pas écrit dans l'ADN, tout ça. D'accord ? Donc on a un prisme quand on regarde l'homme et la diversité humaine qui est délicat, parce qu'en fait, on magnifie un certain nombre de différences qu'on pense être objectives. Bah si, quand même, ils sont très différents. Et en fait, quand on le mesure scientifiquement sur des critères non culturels, on s'aperçoit que potentiellement, c'est pas toujours si différent. Par exemple, les différences de taille entre hommes et femmes. On en parle beaucoup dans le dimorphisme sexuel, dans énormément de pans de la société. C'est quelque chose de très important, y compris dans la construction sociale de beaucoup de sociétés différentes. Les femmes, elles sont plus petites. Alors, est-ce que c'est biologique? Est-ce que ça l'est pas? La première chose à voir, c'est qu'en fait, on est une espèce de mammifère qui a un des plus faibles dimorphismes sexuels. Pendant longtemps, les gorilles mâles et femelles ont été considérés comme deux espèces différentes, tellement qu'ils sont différents, avant qu'on se rende compte que c'était un mâle et une femelle. Donc chez l'homme, on va magnifier ces histoires de différence, de dimorphisme sexuel, mais si vous le mettez à l'intérieur de l'arbre du vivant ou de l'histoire naturelle, ça peut vous donner beaucoup de perspectives sur le fait que, oui, il y a peut-être des différences, faut-il encore les mesurer correctement, mais même si on les trouve, est-ce qu'elles sont vraiment énormes? Elles sont énormes dans les yeux de l'homme, pour l'homme, pas forcément au niveau du vivant. Ok, donc quelles sont les autres forces qui vont influencer cette diversité génétique? Les forces qu'on va appeler démographiques. Vous avez peut-être déjà entendu parler de dérives génétiques, etc. Effectivement, si on a une population qui fait beaucoup de bébés, il y a plus de mutations qui apparaissent, forcément, puisqu'il y a eu beaucoup de bébés. Et à chaque bébé, il y a des mutations qui leur sont propres. Donc on ne va pas avoir la même diversité génétique que dans une population où, par exemple, on ne fait pas beaucoup de bébés. Parce que pas beaucoup de bébés égale pas beaucoup de nouvelles mutations. Ok, donc c'est un exemple comme ça. L'isolement et la migration sont des forces qu'on va dire démographiques et qui affectent la totalité de la diversité génétique. Elles ne créent pas de diversité génétique, encore une fois, ça c'est la mutation. En revanche, elles vont changer les fréquences des mutations qu'on va trouver dans les populations. La sélection naturelle, la fameuse sélection naturelle, dans un paradigme classique, la sélection naturelle ne s'applique pas aux gènes. La sélection naturelle s'applique aux caractères. Ce sont les caractères qui sont sélectionnés. D'accord ? Un autre point, vous entendez souvent parler de sélection naturelle, où on va vous parler de survie. Hein, ça, on rentre plutôt dans le darwinisme social, donc pas de la science, que dans la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est, dans notre paradigme de généticien, en tout cas, une amélioration du fitness, au moins des changements du fitness. Donc c'est la capacité reproductrice des individus qui est intéressée. La survie, c'est qu'un byproduct. En gros, pourquoi est-ce que la survie peut être intéressante pour la sélection naturelle? Parce que ça vous laisse plus de temps pour faire des bébés. Mais ce qui nous intéresse en génétique, c'est les nouveaux bébés qu'on fait. Ce sont les mutations qui sont présentes. D'accord ? Donc à partir de là, la sélection s'intéresse aux phénotypes qui sont liés avec le fait de faire des bébés, évidemment dans un environnement donné ou dans un environnement changeant. Et ce n'est qu'indirectement que la sélection naturelle va emporter une partie de la diversité génétique qui vous permettra de faire plus de bébés que les autres ou moins de bébés que les autres. Ça va affecter cette diversité génétique, encore une fois, les fréquences des mutations, sans pour autant en créer. Et enfin, chez l'homme, alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il n'y a pas que l'homme qui fait de la culture.
j'anticipe, hein. Il y a beaucoup d'autres espèces qui font de la culture. Vous pensez peut-être aux grands singes, vous pensez aussi à certaines espèces d'oiseaux. Et mes préférés, vous pensez aux fourmis ou aux termites qui ne rigolent pas du tout en termes de culture. Donc qu'est-ce que j'appelle culture ici? C'est toute l'information qui va être transmise d'une génération à l'autre par des voies non génétiques. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de la culture. Je vous apprends des trucs, ou j'essaye en tout cas, d'une génération à l'autre, et je ne vous échange pas de l'ADN pour ça. D'accord ? Donc c'est une vision très large, très holistique de ce que peut être la culture. Et donc dans ce contexte-là, il y a beaucoup d'autres espèces que l'homme qui font de la culture, mais le fait est que l'homme fait de la culture, et il en fait beaucoup. D'accord ? Mais toutes les espèces qui vont faire de la culture peuvent rentrer parfaitement dans ce schéma-là. Donc la culture influence la diversité génétique, elle influence massivement. Elle influence comment ? À travers la démographie, tous les choix de conjoints, toutes les règles sociales qui régissent les choix de conjoints de manière plus ou moins prévalente, avec des interdits de mariage, etc. Ici, vous avez la photo d'une fière famille mormone où donc le mâle reproducteur, ici, il est là, d'accord, a ses femmes avec lesquelles il va faire des bébés. Dans une société dans laquelle vous pratiquez la polygamie activement de cette façon-là, le chromosome Y de ce monsieur, sa diversité génétique à lui, ne va pas se répandre dans la population de la même façon que dans une société dans laquelle c'est complètement proscrit. D'accord ? De la même façon, où est-ce qu'on va chercher le conjoint? Est-ce qu'on se marie à l'intérieur du village, à l'intérieur de la vallée, ou est-ce qu'on est obligé d'aller de l'autre côté de la vallée pour chercher des conjoints? Ça va mélanger les fréquences de mutation différemment. Donc une influence de la culture sur la diversité génétique à travers des forces démographiques. Et la culture, enfin, la culture détermine vos choix de nutrition, vos conditions environnementales de nutrition, le rapport à la maladie. C'est pratique le Covid pour le généticien des populations, malheureusement. On a une réponse sociale à une épidémie, à une maladie. La médecine est un phénomène culturel qui va influencer votre environnement pathogénique, qui va donc changer les pressions de sélection environnementale liées à cet environnement-là et potentiellement influencer la diversité génétique de l'homme à travers ces mécanismes fortement régulés par la culture. Ok, donc le but du généticien des populations, c'est observer une diversité génétique et éventuellement phénotypique à travers le monde aujourd'hui et essayer de décortiquer l'influence de toutes ces forces respectives pour expliquer la diversité qu'on observe aujourd'hui. Donc voilà, là vous avez les bases, vous pouvez faire de la génétique des peuples. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire à différentes échelles géographiques. C'est-à-dire qu'il suffit de comparer des individus à des échelles mondiales ou à des échelles locales, mais quand je dis locales, ça peut être très très local, à l'échelle d'une ville, comparer leur diversité génétique et essayer de trouver quelles sont les forces et les influences respectives de toutes ces forces qui ont déterminé cette diversité-là. Et c'est ce qu'on fait à l'échelle du monde, à une échelle continentale pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne dans cet exemple-là, voire même à une échelle extrêmement locale au niveau de la Béringie à partir des données génétiques qu'on a aujourd'hui. Vous pouvez aussi travailler à différentes échelles de temps. Vous ne le savez peut-être pas, mais 28% de votre génome est rigoureusement identique à celui de la vigne vierge. Voilà. Donc il y a des gens qui sentent plus ou moins bon, qui sentent la fleur, comme on dit, ça n'a rien à voir avec ça. Mais le fait est que ça représente 28% de vos 3 milliards de lettres. Donc si je m'intéresse à ces 28%-là, je vais pouvoir commencer à parler de la divergence entre les plantes à fleurs et Homo sapiens. D'accord, maintenant je peux m'intéresser à d'autres régions du génome, d'autres types de marqueurs qui mutent plus vite, etc., et qui me permettent de raconter des histoires à des échelles de temps beaucoup plus réduites. Par exemple, moi je travaille beaucoup depuis quelques années au Cap-Vert sur l'histoire des métissages liés à la traite esclavagiste de l'Atlantique, donc des choses qui datent de moins de 500 ans. Et on peut étudier à travers l'ADN un certain nombre d'histoires de qui a fait des bébés avec qui, sur des échelles de temps beaucoup plus réduites. Vous avez sûrement entendu parler, et c'est très hot en ce moment, enfin depuis quelques années maintenant, des histoires de métissage entre les différentes lignées, dans ce cas-là entre Homo sapiens et Néandertal. Donc il s'agit juste, avec le même outil, de s'intéresser à différentes échelles. Donc maintenant, si je regarde la diversité génétique aujourd'hui à travers le monde, il a fallu attendre les années 2000. On fête les 20 ans de la première séquence de génome humain complète, au fait, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, c'était il y a 20 ans, la première séquence complète assemblée, à peu près propre, je vous assure, elle n'était pas figée, de référence, est sortie. Et donc il y a plein d'événements en ce moment là-dessus, pour qu'est-ce qu'on a appris depuis, etc. Donc moralité, ça c'était en 2001, et là vous avez un article en 2002, juste après, qui nous donne la première représentation de la diversité génétique mondiale à l'échelle du génome entier, avec plein d'échantillons pris à travers le monde. Bon, il y a plein de trous,
Et la première chose qu'on a vue, c'est on a compté le nombre de différences, puis on a regardé le nombre de différences dans tout ce grand nuage de différences. Quel est le pourcentage qui s'explique par des différences entre deux individus qui sont nés dans la même population et deux individus qui sont nés dans des populations différentes? Et on arrive à 94,6% des différences génétiques qui s'expliquent par des différences entre individus à l'intérieur de la même population. Il y a à peine 5% des 3 millions de différences que vous allez trouver entre deux individus différents, dont je parlais tout à l'heure, qui s'expliquent par le fait que ces deux individus, vous les avez pris dans des populations différentes. Ok, c'est peut-être un petit peu, si vous ne le saviez pas, c'est un peu vertigineux, mais c'est pour ça que les généticiens disent que c'est pas forcément le meilleur truc d'ailleurs, mais le fait est que c'est pour ça qu'ils disent qu'on n'est pas du tout dans des populations différentes. C'est en fait Homo sapiens, une espèce très homogène génétiquement. Si vous regardez chez des espèces qui ont été manipulées, comme les chiens domestiques, on est à 15%. Et ça a été fait activement par de la sélection active pendant des centaines d'années. D'accord ? Donc chez l'homme, à l'échelle du monde entier, on trouve à peine 5% des différences qui s'expliquent par les différences entre deux populations. Donc en gros, l'immense majorité de la diversité génétique se trouve à l'intérieur de cette pièce. Donc voilà. Et donc la conséquence de ça, c'est que toutes les différences qui ont pour cause, toutes les différences phénotypiques qui ont pour cause des mutations, hein, je regarde celle-là, qu'on va trouver entre deux individus de deux populations différentes, vont s'ancrer dans 5% des mutations du génome. Dans 5% de 0,1% entre deux individus. Donc c'est un peu compliqué pour aller les chercher, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas très bon à ça, mais le fait est qu'on est une espèce extrêmement homogène. Alors maintenant, si je regarde juste ces 5%, est-ce que justement c'est une grosse patate, un gros nuage, ou est-ce que c'est structuré ? Est-ce que toutes les populations sont également différentes les unes des autres génétiquement ou pas ? Là, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai représenté ça, c'est-à-dire j'ai fait la moyenne des différences génétiques entre paires de populations qui ont été échantillonnées ici à travers le monde, d'accord ? Et je vous représente ça dans un arbre de description. Donc, je continue à faire de la description. Vous marchez d'une feuille à l'autre en prenant le chemin le plus court, c'est littéralement le pourcentage de différence génétique moyen qu'on a entre ces deux populations. Et vous voyez que ce n'est pas une grande patate. C'est structuré. Les plus grandes différences qu'on trouve aujourd'hui sur Terre entre des êtres humains, ça va être en moyenne entre des populations qui sont nées en Afrique subsaharienne, de populations qui sont nées en Océanie ou en Amérique du Sud, c'est à peu près la même distance entre les deux. D'accord ? Et puis toutes les autres populations qui se trouvent là. Donc c'est structuré. Il se trouve qu'en moyenne, plus de populations sont proches géographiquement, plus on va trouver en moyenne des distances génétiques relativement proches, mais ce n'est pas toujours vrai. Si vous prenez ici les Rondonian Surui et les Caritiana, qui vivent exactement dans la même forêt, hein, au même endroit, ils ne parlent pas la même langue et ils estiment que les autres ne sont pas des êtres humains, mais le fait est qu'ils vivent au même endroit. Vous voyez qu'il y a une grande distance à parcourir entre les deux, une grande différenciation génétique entre ces deux populations. Donc même si en moyenne, vous pouvez dire ce genre de choses, plus on est proche géographiquement, plus génétiquement on a des chances de se ressembler, il faut faire attention et aller vérifier, parce qu'on a des surprises, y compris à des échelles extrêmement locales. D'accord ? Donc là, j'ai fait de la description. On a regardé le pourcentage de variance expliqué par des critères a priori. On a fait un arbre de description. Il n'y a pas d'évolution là. Hein. J'ai pris les distances entre les villes françaises et puis j'ai reconstruit la carte de France juste en prenant les distances comme ça. Donc on est dans une approche descriptive. On est une science de l'observation. On commence par observer le phénomène, donc ici la diversité génétique, et le décrire avant de se demander mais d'où ça vient, comment ça se fait. Ah bah oui, ça c'est parce que eux ils sont sortis d'Afrique, etc., etc. Donc, toujours d'abord décrire avant de proposer des hypothèses que vous allez ensuite formellement tester en inférence. Donc maintenant, on se demande d'où est-ce que ça vient ? Quelles sont les forces qui ont fait ça ? Alors pour ça, en génétique, on peut s'imaginer des histoires possibles, d'accord, et voir ce que ça donne. Donc une histoire classique, c'est ce qu'on va appeler le modèle à effet fondateur en série. C'est une origine commune de tous les Homo sapiens sur Terre aujourd'hui. Dans un lointain passé, il y avait une population d'Homo sapiens. Et puis un jour, il y a des gens de ce groupe-là qui se sont dit c'est nul ici, moi je vais de l'autre côté de la colline, qui ont fondé une nouvelle population et qui ont vécu leur vie pendant que ceux qui étaient restés derrière ont continué à vivre leur vie. Puis après encore un peu de temps, les gens de ce nouveau groupe, ils se sont dit tiens, ici c'est nul, moi je vais voir de l'autre côté de la rivière, et ils ont fondé ainsi une nouvelle population. Et ainsi de suite, pour arriver au peuplement actuel qu'on trouve à travers le monde, donc une suite d'effets fondateurs en série, mais toutes ces populations, filles à la fin, proviennent d'une seule population ancestrale. Okay. Le deuxième modèle,
classique, ce qu'on appelait ce que les paléanthropologues ont appelé le modèle multirégional au départ. L'idée, c'est qu'on est après Darwin, hein, donc on imagine un ancêtre commun, même si on ne sait pas à quoi il ressemblait, mais dans un très lointain passé, pouf, Homo sapiens émerge indépendamment, pour plein de raisons possibles, séparément à différents endroits du monde. Chacune de ces populations vit sa vie, et puis maintenant on est nombreux un peu partout, au bout d'un moment ils finissent par se rencontrer. Mais dans ce modèle-là, on a une émergence indépendante de toutes les populations d'Homo sapiens qui ne dérivent pas d'une seule population ancestrale, originelle de Homo sapiens. Donc juste pour vous dire, ce n'est pas des modèles de génétique. Le modèle effet fondateur en série est un modèle qui nous provient du XVIIe siècle et de la linguistique. C'était M. Leipzig qui avait proposé ce genre de modèle pour parler de la diffusion des langues et la diversification des langues indo-européennes. Le modèle multirégional est un modèle qui nous vient des paléanthropologues qui, face à la découverte d'hommes qui se ressemblaient quand même beaucoup, de restes qui se ressemblaient quand même beaucoup à travers le monde, à des dates plus ou moins cohérentes, ont émis l'hypothèse que Homo sapiens et sa diversité actuelle proviendraient d'origine indépendante. D'accord ? En génétique, on a l'avantage, c'est qu'on peut faire des attendus là-dessus. On peut se dire, si ça s'est passé comme ça, on s'attend à ce que la diversité génétique, elle se passe comme ça. Et on peut faire des simulations. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je vous ai rappelé au début, on a un modèle synthétique assez robuste de comment est-ce qu'on fait des bébés et comment se transmet la diversité génétique à la génération suivante. Dans un modèle à effet fondateur comme ça, par exemple, on s'attend à ce que la diversité génétique de la population fille soit issue que d'un sous-échantillon de la diversité génétique de la population parentale. Donc non seulement la nouvelle population, elle dérive génétiquement de l'ancienne, mais en plus, c'est qu'un sous-échantillon de cette diversité-là. Vous voyez, il y a moins de couleurs dans la nouvelle population que dans la population de départ. Okay ? Donc ça, c'est un attendu. Pour vous donner un exemple, on en a plein d'autres comme ça, mais la diversité génétique de la nouvelle population dérive et elle diminue. À chaque effet fondateur, vous allez mécaniquement avoir une diminution de la diversité génétique parce que vous emportez qu'une seule partie de la diversité génétique pour aller de l'autre côté de la colline ou de l'autre côté de la rivière fonder votre nouvelle population. On en a beaucoup d'autres, des comme ça. Dans un modèle multirégional, là je vous l'ai fait simple avec seulement deux couleurs, une mutation différente entre les individus. Au départ, il y avait du rouge et du noir dans la population ancestrale. Elle s'est divisée à un instant T. Et uniquement par chance, ensuite, il y a d'un côté, c'est devenu tout noir, et de l'autre côté, c'est devenu tout rouge. Donc en fait, dans ces modèles-là, les populations se différencient génétiquement de plus en plus avec le temps. Elles vont acquérir des mutations qui vont être différentes au cours du temps. Mais à la fin, vous attendez à avoir à peu près le même nombre de mutations dans toutes ces populations. Pourquoi ? Parce qu'elles ont pris le même temps pour y arriver. Ça, c'est ce que je vous dis là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, je peux simuler ça avec des modèles et des gros ordinateurs. On peut simuler ce genre de choses. Et dans un modèle comme ça, ici, en ordonnée, vous avez la diversité génétique à l'intérieur de chacune des populations. Donc, j'ai compté le nombre de mutations à l'intérieur de chacune de ces populations séparées qui est représentée par un point. Et plus je m'éloigne de la population source, plus je vais avoir une diversité qui va être faible, puisque à chaque fois, j'ai emporté qu'un sous-échantillon. Dans l'autre modèle, ça fait plutôt une espèce de patate. Tout le monde a eu le même temps pour accumuler et perdre des mutations depuis le début, et donc tout le monde a à peu près la même diversité génétique, quelle que soit sa position par rapport à, vous pouvez choisir au hasard le point de départ. Okay ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer cette diversité génétique dans la vraie vie, et voilà ce qu'on trouve. Donc là, j'ai pris toutes les populations de tout à l'heure, et j'ai regardé le nombre de différences moyennes entre paires d'individus à l'intérieur de la population. La première chose que vous faites d'écrire vos observations, c'est aujourd'hui, les populations avec la plus grande diversité au monde sont des populations qu'on trouve en Afrique subsaharienne. Même si vous prenez des populations avec des faibles diversités génétiques en Afrique subsaharienne, comme ici, des populations d'Afrique centrale, les Mbouti et les Biaka, entre deux, ils ne sont pas très nombreux. Entre deux individus, vous avez plus de différences génétiques que ce que vous trouvez entre deux individus qui vivent en Europe de l'Ouest. Okay ? Donc c'est de très loin, c'est le cas. Et puis les populations qui ont la plus faible diversité génétique aujourd'hui à travers le monde sont des populations en Amérique du Sud et en Océanie. Ok, mais est-ce que ça, c'est qu'une patate statistiquement, ou est-ce que c'est une structure telle qu'on pouvait l'imaginer dans notre modèle à effet fondateur ? Pour ça, en fait, là, dans ce cas-là, on va imaginer des sorties d'Afrique. Donc là, on s'aide des travaux de nos amis paléoanthropologues. Notamment, on va partir d'Afrique de l'Est, de la vallée de l'Omo. Vous verrez tout à l'heure pourquoi c'est pratique. Voilà, je ne vais pas déflorer les choses, mais bon, on peut s'imaginer qu'on part de là. Et puis on va faire une route à pied, je ne vais pas traverser l'Atlantique comme ça, en choisissant de passer par le Sinaï, etc., pour arriver à chacune des populations que j'ai échantillonnées aujourd'hui. Donc ça me donne une distance géographique à pied, avec plein d'approximations si vous voulez, mais vous pouvez raffiner aussi. C'est d'ailleurs un champ entier de la discipline.
pour faire une distance entre cette origine putative et l'autre. Et je vais ordonner tous ces gens-là en fonction de cette distance à l'Afrique de l'Est. Et voilà ce que j'obtiens. Donc c'est les mêmes valeurs, hein, c'est juste que je les ai ordonnées en distance en kilomètres à pied d'Addis Abeba avec les choix que j'ai faits. Et vous trouvez une très forte corrélation négative entre la diversité génétique et la distance géographique à Addis Abeba. Quand je dis très forte, c'est qu'on a un R carré de 80%. Donc en fait, j'explique 80% des différences de diversité génétique entre populations aujourd'hui à l'échelle du globe entier, uniquement avec cette distance à Addis Abeba. C'est absolument monstrueux. D'accord ? Donc c'est un facteur qui nous explique très bien ça. Donc on fait ça avec plein d'autres de nos attendus. On en a plein d'autres. En fait, on va comparer nos données réelles aux attendus qu'on a sous les différents modèles. Et je vous le donne en 1000, c'est pas trop une nouveauté pour vous, je l'espère, mais ces patrons-là qu'on observe de diversité génétique, ils collent beaucoup mieux avec un modèle dans lequel on a une origine commune de ces populations. Donc on a des méthodes statistiques puissantes, maximum de ressemblance, maintenant on fait du séquentiel coalescent, les approximate Bayesian computation qui nous permettent de formellement évaluer à quel point est-ce que c'est ce modèle-là ou le modèle alternatif qui est capable de nous donner ce qu'on observe. D'accord ? C'est comme ça qu'on administre la preuve pour faire de l'inférence en génétique des populations. Et donc on arrive à une origine commune des populations humaines en Afrique. En Afrique de l'Est ou du Sud, c'est pas clair, mais le fait est que c'est quand même en Afrique subsaharienne. En fait, pourquoi on a une grande diversité dans ces populations ? Parce que c'est celles qui ont le plus de temps aujourd'hui pour accumuler les différences qu'on observe. D'accord ? Et on est sorti d'Afrique pour aller coloniser, entre guillemets, évidemment, le reste du monde, très rapidement, en fait, de fait. Et plus on est loin, donc la fin de la colonisation humaine, en tout cas initiale par Homo sapiens, telle que nous le raconte la génétique, c'est en Océanie et en Amérique du Sud. D'accord ? Et donc on peut réutiliser l'horloge moléculaire pour dater ça, et on trouve, pour la sortie d'Afrique en tout cas, une date qui est autour de 90 000 ans, avec des grands intervalles de confiance. Alors, attention, cette date, c'est pas la date de la première sortie d'Afrique. D'accord ? Il y a souvent des débats avec les paléanthropologues qui, à mon avis, sont des débats d'incompréhension interdisciplinaire. Ce temps-là, comme j'essaie de vous l'expliquer, c'est le temps qu'il a fallu pour accumuler les mutations qu'on observe aujourd'hui. Il est tout à fait possible que Homo sapiens soit sorti bien avant ça, et d'ailleurs, on trouve des restes Homo sapiens hors d'Afrique bien avant ces 90 000 ans. La question pour le généticien, c'est pas ça. La question pour le généticien, c'est qui a fait des bébés avec qui ? Et comment, combien de temps il a fallu, combien de générations de bébés il a fallu faire pour observer la diversité génétique telle qu'on l'observe aujourd'hui. Donc ces 90 000 ans, contrairement à des datations isotopiques, ne sont pas un temps absolu, c'est une traduction du temps de l'évolution génétique, le temps de coalescent. Okay, donc il faut faire très attention, parce que souvent, quand on trouve les mêmes dates, on dit « Ah, on a trouvé les mêmes dates, on est content ». Et quand on ne trouve pas les mêmes dates, on dit « Ah, toi, t'as tort, c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça ». En fait, les deux cas sont faux, pour la simple et bonne raison qu'on ne parle pas de la même histoire. OK ? Et donc voilà, donc après, comme je vous l'ai dit, on peut s'intéresser à différentes routes, par où on est passé, etc., avec des modèles. Il y a plein de gens qui font ça, c'est rigolo. Si on part en bateau, peut-être qu'on va plus vite que si on marche à pied. Et puis il y a des endroits qui sont quand même difficiles à traverser à pied. Donc on peut s'amuser comme ça pour essayer de trouver quelles sont les routes qui expliquent le mieux la diversité génétique telle qu'on l'observe aujourd'hui. Et par exemple, les généticiens sont assez d'accord pour dire qu'il y a eu plusieurs sorties à peu près synchrones d'Homo sapiens hors d'Afrique, par différents endroits. Le Sinaï est probable, mais également la Corne de l'Afrique et par une voie côtière. Et puis même l'arrivée en Australie aurait été beaucoup plus rapide et colle beaucoup mieux si on passe une voie côtière en sautant en puce le long de la côte pour arriver jusqu'en Australie. Ça colle beaucoup mieux avec l'explication de la diversité génétique plutôt que si on passe par des voies terrestres en partant du Sinaï. Et donc comme ça, on propose différentes routes possibles et différents rythmes de sortie d'Afrique avec des histoires de métissage entre tout ça. Et donc au cours de tout ça, on a rencontré différents environnements climatiques, nutritionnels, pathogéniques, y compris maintenant, on continue à influencer cet environnement. Je ne vous ferai pas malheureusement un dessin. Vous voyez ici le corn dog, je ne sais pas si vous connaissez le corn dog. C'est une glorieuse invention qui consiste à prendre une saucisse de type industriel de préférence, assez balèze, la mettre sur un bâton, faire un beignet autour, frire le tout et manger ça avec délice. Ce genre de production a changé l'environnement nutritionnel auquel on doit faire face et peut potentiellement aussi construire la diversité génétique de demain. C'est pas clair comment, mais mécaniquement,
C'est ce qui va se passer. La pandémie qu'on vit aujourd'hui va nécessairement influencer la diversité génétique qu'on trouvera demain. Le dernier dispositif de l'exposition permanente du Musée de l'Homme vous parle de ça, du devenir d'une mutation et de l'influence de la culture sur nos changements environnementaux qui conditionnent la diversité génétique de demain. Et je vous remercie pour votre attention. Bon, déjà, l'ADN aujourd'hui, dans le discours aujourd'hui, a remplacé l'héritage du sang, effectivement, comme vous venez de le dire. Maintenant, on dit c'est dans ton ADN. Avant, on disait c'est dans son sang. OK, on peut continuer à utiliser les deux. Ça fait référence à la même chose. Là, il y a des choses qui sont compliquées là-dessus. Déjà, Charlemagne, ça c'est un raccourci. À la limite, on pourrait imaginer dire quelqu'un qui vivait à l'époque de Charlemagne, mais peut-être que c'était le palefrenier de Charlemagne. Il vaut toujours mieux descendre de Charlemagne que de son palefrenier. Mais d'un point de vue de génétique, c'est ce qu'on va pouvoir vous dire. On va pouvoir vous parler d'époque en termes d'ancestralité. Maintenant, en fait, ça c'est un raccourci qui est né de plein de choses. Si on fait les calculs, d'ailleurs, il y a quelqu'un au laboratoire qui a écrit des articles là-dessus, Raphaël Schex. Ça va être un petit peu vertigineux, mais si vous prenez toute l'Eurasie, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous avez besoin de remonter qu'à 13 générations pour trouver une personne commune à toutes les généalogies qu'on trouve aujourd'hui. Et on est à 9 générations quand on regarde juste l'Europe de l'Ouest. D'où Charlemagne. Mais en fait, le fait est qu'on a des généalogies extrêmement croisées, ce qui d'ailleurs explique pourquoi est-ce qu'on a une diversité génétique aussi faible que ça. Quand je vous ai dit 90 000 ans, vous n'avez pas l'air d'avoir trop tiqué, mais on est une espèce extrêmement récente. Enfin, si je prends 300 000 ans même pour Homo sapiens tout court, on est une espèce extrêmement récente. Ça fait pas tant de générations que ça. On partage tous à peu près les mêmes mutations. Les généalogies se croisent, et se croisent énormément et très rapidement. Donc il ne faut pas beaucoup de générations, en fait, pour être sûr de trouver qu'on est tous cousins avec quelqu'un, au moins une personne, qui serait en commun dans toutes ces généalogies. Donc le raccourci, les Asiatiques viennent de Gengis Khan et les Européens de Charlemagne, il a un fâcheux problème, c'est que, c'est faux déjà, mais c'est surtout, Gengis Khan, il a aussi conquis les 3/4 de l'Europe, il est même arrivé jusqu'en Bretagne concrètement, donc, enfin pas lui, hein, mais voilà. En fait, on se met à recalquer des catégories pour dire qu'on est différent, etc. Et ça nous décrit que très très mal la diversité génétique humaine, c'est juste pas du tout opérant. Les 80% que je vous ai montré avec la distance géographique, si vous prenez les races classiques, linéennes, les blancs, les noirs, les rouges et les jaunes, c'est littéralement ça, vous expliquez à peine 0,000, il y en a 5, il y a 5 zéros et un 7 en pourcent de la diversité génétique telle qu'on l'observe aujourd'hui. En fait, vous trouvez une vingtaine de mutations qui sont celles qui déterminent essentiellement la couleur de la peau, qui est justement le critère principal utilisé dans ces catégories-là. Donc c'est un argument complètement circulaire. Mais si vous voulez expliquer la diversité génétique humaine en moyenne, reconstruire ces histoires-là, concrètement, les catégories raciales classiques sont parfaitement inefficaces. C'est d'ailleurs surtout pour ça que les généticiens s'en servent pas, parce que juste, c'est pas efficace. Et même si vous voulez regarder le déterminisme génétique de la couleur de la peau, là aussi, c'est pas très efficace. Vous avez qu'à juste mesurer la couleur de la peau. Donc les généticiens ne s'intéressent pas vraiment aux catégories raciales parce qu'on observe mécaniquement qu'elles ne sont pas efficaces pour expliquer la diversité qu'on observe aujourd'hui. Et donc voilà, donc après Gengis Khan, Charlemagne, on refait des couches comme ça, mais en fait ça ne marche pas bien. Il y a une tautologie en fait là-dedans. Si celui qu'on appelle Néandertal, c'est celui qui avait la forme de crâne en question et qui vivait en Europe de l'Ouest, d'accord ? Alors, ces gènes qu'on a réussi à identifier à l'intérieur de ces squelettes-là, effectivement, on ne les trouve pas en Afrique. En revanche, on va aussi trouver, soi-disant, du métissage avec Néandertal en Océanie, par exemple. Pourtant, Néandertal n'a pas vécu en Océanie. Ou du moins, si on utilise les critères géographiques pour classifier ce groupe de gens qui avaient cette tête-là en Néandertal, alors il y a une impossibilité. Donc la question des métissages archaïques, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, alors on va refaire un petit saut juste pour s'amuser. C'est marrant parce que les discours racialistes avaient tendance à dire les races inférieures, regarde, il a une tête de Néandertal, c'est vraiment la preuve que c'est un sauvage. Depuis que les généticiens ont trouvé des métissages probables avec Néandertal, en Europe
et pas en Afrique. Tout à coup, c'est devenu vachement bien d'avoir du gène de Néandertal, et ça permet de retourner l'argument raciste. C'est des sauvages parce qu'ils n'ont pas été métissés avec Néandertal. Bon, je referme la parenthèse. Le fait est qu'à l'heure actuelle, on cherche beaucoup d'éventuels métissages archaïques en Afrique. C'est vraiment un sujet hot, au sens de... c'est absolument pas réglé, il y a très peu d'articles sur le sujet. Et on a du mal. On a du mal à trouver. On trouve beaucoup de choses qui pourraient être, beaucoup de régions du génome qui pourraient être susceptibles d'avoir été un métissage archaïque. En tout cas, ce ne sera pas Néandertal, mais ça pourrait tout à fait être une autre espèce d'homo qui vivait, lui, en Afrique. C'est plus proche, c'est plus pratique pour faire des bébés quand même. C'est juste qu'à l'heure actuelle, on l'a pas, ce génome. Et on ne l'a pas pourquoi? Parce qu'on a surtout beaucoup d'Homo sapiens depuis 200 000 ans en Afrique, en termes de reste. On a beaucoup de squelettes à différentes périodes, etc. Un équivalent du Néandertal en Afrique, c'est à peu près sûr qu'il y en a, c'est juste qu'on ne les a pas encore trouvés. Donc à l'heure actuelle, on est obligé de chercher ces bouts de génome, mais sans référence. C'est pour ça qu'on trouve Néandertal chez un peu tout le monde, quand on cherche hors d'Afrique. Parce que c'est le plus proche qu'on pourrait avoir. Il faut s'imaginer que l'équivalent du Néandertal, si jamais un tel métissage archaïque aurait lieu en Afrique, a eu lieu, était suffisamment éloigné du Néandertal génétiquement pour que, de toute façon, toute l'image soit obscurcie. Donc à l'heure actuelle, on cherche beaucoup ça avec des méthodes compliquées, mais idéalement, il faudrait que nos collègues nous sortent des candidats dans lesquels il y aurait encore de l'ADN, ce qui n'est pas non plus trivial, pour qu'on puisse avoir une référence et mieux réussir à identifier les portions du génome qui auraient eu ces métissages anciens avec Homo sapiens.